Bonjour à tous, je m'appelle Clio, j'ai été présidente de l'association en 2018 et je suis partie à l'université de Sendai en 2018-2019. Bonjour, moi c'est Lucas, donc président actuel, alors nous nous aussi en 2020, de l'association franco-japonaise de Grenoble et de l'Isère. Je suis parti en 2017-2018 dans un lycée au Japon, donc un lycée de la préfecture de Saitama, près de Tokyo, et nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler de nos expériences. Donc j'ai fait une reprise d'études en 2015 je crois, et cette reprise d'études elle se faisait dans le cadre d'une LEA anglais-japonais. Et en L3 j'ai décidé de partir en échange universitaire. Et parmi les choix qu'on avait d'université, j'avais choisi Sendai parce que j'adore cette ville et que je voulais vraiment faire une immersion là-bas. Moi, du coup, j'avais 15 ans quand je suis parti. Donc j'étais en première au lycée. Comme j'avais sauté une classe, ça fait que j'étais encore plus jeune que la majorité des participants. Donc moi, pour dire un petit peu comment je suis parti avec l'association qui s'appelle AFS, qui est une association qui est présente dans plein de pays différents, pas seulement le Japon. Mais du coup, il y a une partie de l'association qui permet d'accueillir des jeunes étrangers lycéens en France, et une autre partie qui permet d'envoyer les lycéens français dans d'autres pays du monde. Moi, j'étais passionné par le Japon, comme beaucoup de gens, par ce qui est l'animation, les arts martiaux, ce genre de choses. Et du coup, j'ai décidé de tenter ma chance pour essayer de partir au Japon, et j'ai été sélectionné. C'est dur, mais en vérité, on n'est pas vraiment tout seul, parce que cette association, elle est toujours là au contact des lycéens, et surtout, on est dans une famille d'accueil quand on va là-bas. C'est-à-dire qu'on ne vit pas tout seul dans un appartement, on est toujours au contact d'une famille qui est japonaise, qui souvent ne parle que japonais, ce qui permet de plus d'apprendre la langue encore plus rapidement en fait. J'avais décidé de le faire, donc c'est vrai que pour moi c'était pas spécialement un problème. Et puis avec internet, l'avantage c'est qu'on peut toujours communiquer avec tout le monde, malgré les 9 heures de décalage. Alors au quotidien, tous les cours étaient en anglais, donc déjà c'était une grande première pour moi. Et l'avantage c'est qu'on était mélangés à peu près à chaque fois avec des japonais. Donc c'était vraiment une immersion avec des étrangers qui parlent anglais et des japonais qui veulent parler anglais aussi. Alors on avait des cours principalement ce qu'on va dire économique et social. Et après en fait on avait à choisir dans tout un panel de cours, donc il y avait peut-être une cinquantaine, une soixantaine de cours auxquels on avait accès. Et on avait des choses par exemple pour communiquer dans le business avec des japonais. On avait comment évoluer en société, un peu de management, des cours de langue évidemment. Moi, mes cours, ils étaient tous en japonais, sauf les cours de langue, donc bien évidemment. Voilà, j'avais des cours un petit peu comme on peut avoir au lycée en France, c'est-à-dire des cours de mathématiques, des cours de physique, des cours d'histoire. Et en cours de langue, j'avais du coup des cours d'anglais, des cours d'allemand et des cours de chinois. Mais je n'avais pas de cours de japonais dirigés pour les étrangers, pas de japonais langue étrangère en fait. Mais ça n'a pas été un problème, ni toutes les autres matières en japonais en fait, pour la bonne raison que on n'attendait pas de moi que je réussisse les cours, parce que j'étais là uniquement pour apprendre la langue, et pas pour réussir une année en fait. Oula. Alors j'avais passé en 2014 le JLPT N4. Et donc au moment de partir, j'aurais pu passer le N3, donc qui est équivalent, je crois, au niveau collège. Quelque chose comme ça, je sais plus trop. Et donc quand je suis arrivée là-bas, on passe un test de niveau qui nous donne un niveau équivalent dans les cours japonais. Et donc le niveau qu'ils m'ont attribué était équivalent N2. Au départ, je suis parti en ne connaissant quasiment rien du tout. Je suis parti, je connaissais donc hiragana et katakana, les bases de l'écriture, puis peut-être quelques salutations, mais pas grand-chose d'autre. Pour moi, pas vraiment, parce que comme j'ai eu la chance
d'être dans cette école internationale, ça fait que beaucoup des élèves qui étaient là-bas étaient intéressés par découvrir d'autres cultures, essayer d'aller parler aux petits étrangers qui étaient arrivés là. Et du coup, j'avais tout le monde qui venait me voir, en fait, et essayer un peu de communiquer avec moi. Du coup, ça a été assez facile de se faire des amis. Pour moi, l'avantage, c'est que j'étais dans un programme international. Donc en fait, on avait un système de tutorat avec un élève japonais qui prenait en charge en fait chaque élève. Et donc c'était assez facile de se faire des amis. Par contre, c'était plutôt des camarades, plus que des vrais amis. D'accord, moi c'est pas du tout comme ça que j'ai vécu la chose, parce que c'est vrai que ça a peut-être joué que ce n'est pas été des adultes, ça a été vraiment des camarades du même âge, et encore la vie lycéenne en fait, parce que on vivait grosso modo la même journée, j'étais en classe avec eux pendant tous les cours, et on vivait vraiment les mêmes choses. Et comme je progressais assez rapidement en japonais, c'est vrai que je prenais aussi l'éthique de langage, les habitudes des autres japonais, et ça a permis de vraiment bien m'intégrer au groupe. Et ça fait que j'ai encore des contacts avec les amis que je me suis fait là-bas, et que chaque fois que je retourne au Japon, je retourne les voir aussi. Et j'ai vraiment une relation forte avec les amis que j'ai pu me faire à l'époque. Donc là-bas, je pouvais évoluer avec beaucoup de japonais. Enfin, tous les midis, on mangeait avec, on va pas dire une petite troupe, mais on avait quand même quelques amis avec lesquels on mangeait. Par contre, c'est pas forcément des personnes avec qui j'ai encore des contacts maintenant. C'est plus les personnes que je voyais moins, mais qui au final avec lesquelles les relations étaient beaucoup plus fortes. Et ceux-là, effectivement, je continue à les voir. Ils sont venus me dire au revoir quand je suis partie. Malgré que j'étais plus à Sendai, j'étais à Tokyo, mais ils sont quand même venus. Enfin, c'est des petites choses comme ça après. Et on continue à se voir par Internet aussi. On s'envoie des petits mots régulièrement. Et eux, je sais que c'est des amis sur lesquels je pourrais compter un long moment. Alors oui, il y a énormément de cours. Après, le travail qu'on leur demande de fournir est pas aussi conséquent, j'aurais envie de dire, qu'en France. D'accord. Enfin, moi, j'avais quand même une grosse pression. Enfin, en fait, en France, on a une grosse pression chaque semestre avec les partiels que les Japonais n'ont pas spécifiquement parce que en fait, on leur demande d'acquérir un nombre de crédits sur 4 ans. Mais en gros, la seule pression qu'ils vont avoir, c'est plus vers la dernière année, quand ils vont se rendre compte qu'ils ont peut-être pas tous les crédits, et que là, ils vont devoir se bourrer de cours. D'accord. Bah, il y a des similitudes, mais il y a aussi il y a des similitudes et des différences, en fait, avec le lycée. Pour ce qui est des similitudes, je vois que les Japonais dorment en cours. C'est vrai aussi au lycée, ça. Par contre, au niveau de la pression, c'est très différent. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai eu l'impression, là-bas, quand j'y étais, que les examens d'entrée à l'université, c'est un peu ce qui allait dicter leur vie professionnelle future, oui, et leur statut social futur. Et du coup, ils travaillent vraiment beaucoup pour les examens d'entrée. Ça fait que ils se rendent tous les jours au lycée comme en France, et ils ont obligation d'assiduité. Mais ils peuvent dormir, et les professeurs les laissent dormir, en fait, même quand ils sont lycéens. Parce qu'en fait, s'ils dorment, c'est pas forcément parce qu'ils sont paresseux, mais parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup travaillé le soir et la nuit, et que du coup, ils manquent de sommeil. C'est une grande raison pour laquelle les professeurs les laissent dormir. Et il y a aussi ce qu'on appelle les juku là-bas, donc en fait, ils sont l'école à laquelle on va le soir, et ça peut aller souvent d'après le club, donc il peut se finir à 18h, 19h, jusqu'à après 21h, 22h. Parfois tous les jours, parfois même les week-ends pour certains. Donc c'est vrai qu'il y a une très grande pression. Mais une fois qu'ils ont fini ça, j'ai eu l'impression en fait qu'à l'université c'était beaucoup plus relax. Alors, pour les Japonais sportifs, j'ai l'impression que oui. Enfin, en fait, c'est plus culturel. Par exemple, ils vont tous se promener à vélo. Sendai, c'est pas du tout une ville plate, c'est une ville avec plein de petites bosses et en fait, on les voit tous à vélo. Même pour aller à l'université, il y a une belle montée et on les voit tous vraiment sur leur petit vélo en train de dégouliner de sueur parce que la montée, elle est assez rude. Et c'est vrai que c'est là aussi qu'on voit les premières années, deuxième année, troisième année. C'est en fonction de ceux qui arrivent à monter la montée. C'était aussi ce qu'on nous disait. Enfin, ceux qui descendent du vélo en bas, c'est les premières années parce qu'ils sont pas encore rodés et puis les autres qui se baladent, on sait que c'est les senpai.
Au niveau du sport au Japon, moi je l'ai trouvé très sportif en effet. Et ce qui m'a fait bizarre un petit peu, c'est les cours de sport au lycée, qui sont très différents des cours de sport en France. Déjà, on a un uniforme quand on est au lycée, et on a un uniforme de sport aussi. Et la forme sous laquelle ça se déroule, c'est beaucoup plus militaire qu'en France en fait. Quand on arrive devant le prof, tout le monde est au garde à vous, et tout le monde doit en fait suivre les ordres du prof. Et c'est pareil, quand on se met à courir pour faire le petit échauffement, on court en régiment, avec les personnes à la tête du régiment qui comptent le nombre de pas, qui font 1, 2, 3, 4. Alors j'ai failli, mais malheureusement j'ai pas réussi. C'était le baseball, justement, parce que l'équipe de Sendai, elle est très très connue. Et en fait, les places étaient limitées, c'était un tirage au sort, et bah, j'ai pas réussi. D'accord. Moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu aller voir du baseball justement, Wow. et j'ai pu y aller 2 fois. 2 fois. 2 fois. Parce que j'ai eu la chance, en fait, la famille d'accueil chez qui j'étais accueilli était en fait une famille de chefs d'entreprise. La famille a pu avoir des places. Du coup, j'ai pu y aller 2 fois. Et c'est vrai que l'ambiance, j'étais jamais allé à une rencontre sportive, mais encore moins à une rencontre sportive de baseball au Japon. Et on pourrait croire, quand on voit le baseball, qu'on s'ennuie, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. C'est même très... Il y a les chants, en fait, de supporters qui chantent tout le temps pour encourager leur équipe. Et moi, j'ai pas vu le temps passer vraiment parce que on alterne en fait entre sa place et entre la buvette et les restaurants où on peut acheter des takoyaki, on peut acheter plein de choses à manger, avec les télés pour voir un peu comment avance le match pendant qu'on achète les trucs. Il y a aussi les jeunes japonaises qui viennent nous servir de la bière à notre place. On a juste à attendre notre verre et on peut avoir la bière. Bon, moi, j'y avais pas droit vu que j'étais lycéen, mais c'est vrai que l'ambiance était très bien. Moi, j'étais pas allé voir Sendai, j'étais allé voir Hiroshima. Parce que ma famille était fan de l'équipe d'Hiroshima, qui était d'ailleurs très forte à l'époque. Et ouais, c'était pas mal. Bah, dans ce qui est assez étonnant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes 24 heures sur 24 ou alors la nuit. Enfin, ne serait-ce que le karaoké, le nombre de fois où j'ai pu faire un all-night karaoké. On finissait à 3 heures du matin et puis on rentrait tranquillement. Et par contre, ce qui m'a un petit peu déçue aussi, c'est le fait que les transports en commun s'arrêtent assez tôt. Enfin, en plus, Sendai, c'est considéré comme la campagne japonaise. Et Grenoble. Hein. Mais c'est vrai que les derniers bus pour rentrer à la résidence universitaire, je crois qu'ils s'arrêtaient à 22 heures, quelque chose comme ça. Donc en fait, ça permet pas spécialement de sortir, alors qu'en fait, en ville, tout est ouvert. Donc c'est vrai que c'est un peu le paradoxe, on va dire. À partir d'une certaine heure, ben en fait, il faut prendre le taxi ou alors rentrer à pied. Et puis une autre chose aussi, c'est vrai que alors ça c'était peut-être un peu spécifique à Sendai parce que je sais qu'il y a une grosse rue qui est bien connue comme étant le quartier chaud auquel il faut pas aller, qui est pire que Tokyo, tout ça, tout ça. Mais en fait, vers cette rue-là, à partir de 18 heures, on voyait déjà les salaryman qui étaient comme ça, puis qui tombaient à la renverse à cause de l'alcool. Et c'est vrai que le débridage de l'alcool est un peu, on va pas dire choquant parce que bon, quand même, mais c'est une petite chose qui est un peu perturbante quand même. Ce qui m'a fait bizarre, c'est qu'il y a un rapport à l'écologie, bon c'est un peu cliché, qui est assez bizarre. C'est-à-dire que sur certains points, ils sont très très attentionnés de l'environnement. Par exemple, il y a un système que j'ai trouvé très bien, que j'ai jamais vu en France, c'est que ils ont des robinets d'eau qui sont au-dessus du réservoir des toilettes, en fait, et qui fait que tu peux te laver les mains avec l'eau qui va servir à nettoyer la chasse, en fait. Donc, ce qui fait que de l'eau que tu aurais à utiliser 2 fois, une fois pour te laver les mains, une fois pour tirer la chasse, bah, c'est la même eau, du coup ça permet d'économiser beaucoup d'eau. Et en même temps, dans les supermarchés ou partout, t'as assez une grosse quantité d'emballages plastiques qui souvent sont pas bien recyclables, qui sont de petite taille, qui sont un peu superflus. On se dirait, bon, il n'y a peut-être pas besoin d'emballer à ce point-là.
Alors en fait, le natto, c'est vraiment ma plus belle découverte, on va dire. Parce que j'avais goûté ça en France et autant dire c'était une catastrophe. Et en fait, j'ai redécouvert ça au Japon, tout bêtement, avec un ami français qui adore ça. Du coup, je lui ai dit, oh, je peux goûter. Et je m'en suis plus passée. C'est la chose qui me manque le plus de la nourriture japonaise. Et je rêve de réavoir mon petit bout de natto avec moi. J'ai découvert le sashimi de katsu. Un délice. Alors, je crois que c'est la bonite. Et on a l'habitude de l'avoir en râpé qu'on met par-dessus les okonomiyaki ou les takoyaki, et là en frais. Moi, ouais, mon rapport à la nourriture, j'ai tout aimé là-bas quasiment. Mais ce qui a été très amusant, c'est que je suis arrivé au Japon, et un des premiers repas que j'ai mangé là-bas, c'est un de ceux que j'ai le moins aimé. On était, en fait, tous les jeunes partis avec l'association, rassemblés au centre olympique de Tokyo, ou quelque chose dans le genre. Et il y avait une cantine là-bas, et c'était peut-être l'un des pires repas que je n'ai jamais mangé. Alors, si vous avez jamais testé les toilettes japonaises, la cuvette chauffante, ça va révolutionner votre vie. C'est pas la seule fonctionnalité, après. Le jet d'eau pour se laver les fesses, c'est vrai que c'est agréable aussi. Ça fait partie des petits points un peu écologiques qui sont vraiment pas mal. Effectivement, moi, cette année, elle a vraiment, on va dire, changé ma vie. Elle a été vraiment le déclic de, effectivement, je veux faire ma vie au Japon. Enfin, je veux au moins essayer de faire ma vie au Japon. J'avais déjà le projet avant de partir. Je me disais, une fois que j'ai terminé mon année universitaire, je vais en visa vacances-travail au Japon. Mais bon, quand même, j'avais cette petite retenue. Je me suis dit, de toute façon, je vais tester 1 an en tant qu'universitaire. C'est déjà un premier pas et on verra. Si déjà là, je m'éclate, je continue sur mon projet, même si, quoi qu'il arrive, je pense que je l'aurais fait. Et effectivement, ça a été génial. Il y a eu des hauts et des bas, évidemment. C'est pas non plus tout beau, tout rose là-bas. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous décevoir et qui, peut-être sur le long terme, vont me décevoir. Mais en tout cas, au moins, je les ai vues, ces choses. Et du coup, je sais que je peux vivre avec. Et du coup, en fait, je devais repartir au Japon en juin. Je suis toujours là. Donc j'espère pouvoir partir dès que je peux. Parce qu'en plus, Vita Vacances Travail, il y a une limite d'âge. J'arrive à cette limite d'âge, donc voilà. Mais ça n'a absolument pas éteint ma flamme. Ça l'a ravivée, elle est plus que jamais flamboyante. Moi, c'est pareil, ça m'a vraiment donné envie d'y retourner, parce que c'est vrai que je suis allé au Japon, je parlais pas un seul mot de japonais, alors que c'est pareil, je suis reparti en étant quasiment bilingue, un peu comme Clio. Là, je devais passer le JLPT A1 cette année. Bon, il a été annulé à cause du coronavirus, encore une fois. Et c'est vrai que ça m'a vraiment donné envie d'y retourner aussi, parce qu'il y a c'est vraiment différent de la France. Mais si je devais faire la somme de toutes les choses, il y avait plus de positifs que de négatifs, bien plus. C'est vrai que ça m'a vraiment plu et ça m'a donné envie d'y retourner.